et bienvenue, très heureux de vous retrouver pour partager analyses et commentaires de la presse internationale sur cette semaine d'actualité. Au commentaire, monsieur Alberto Toscano. Bonjour Alberto. Bonjour. Autre analyse, celle de monsieur Philippe Turle. Bonjour Philippe. Hello Christophe. Commentaire également signé Mustapha Tossa dans cette émission. Bonjour Mustapha. Bonjour Christophe. Et comme chaque semaine, les analyses de monsieur Éric Scholl. Bonjour Éric. Bonjour Christophe. Si vous le voulez bien, on va commencer par cette France qui déraille, comme le dit la presse allemande, ou la France qui refuse les réformes, comme le fustige la presse anglo-saxonne. Les syndicats, vous le savez, de la SNCF protestent contre le projet de réforme ferroviaire discuté la semaine prochaine à l'Assemblée nationale et qui pourtant devrait essayer de préparer la compagnie à la concurrence d'ici 2019 ou 2022. Un conflit qui arrive au plus mauvais moment pour le président empêtré avec les syndicats dans une posture, il faut dire, qui lui est chère, satisfaire les uns sans froisser les autres. On écoute. Je pense qu'il y a un moment, il faut savoir arrêter un mouvement. Le dialogue est toujours possible, mais la grève n'est pas nécessaire. Voilà. Essayez de comprendre, cher Philippe, la grève n'est pas nécessaire, mais il faut continuer le dialogue. Et pourtant, de dialogue, il n'y en a pas beaucoup. Bon, en tout cas, de possible. Une chose est sûre, c'est qu'il faut continuer le dialogue. L'autre chose qui est sûre, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de Français qui ne comprennent absolument pas de quoi il s'agit, cette grève. Et pour moi, ce qui est encore plus grave, c'est que je pense que c'est une grève qui n'a pas raison d'être, parce que ce n'est pas fondé sur une demande salariale, une suppression d'emplois, c'est sur un... Peut-être que si on rejoint Réseau ferré de France et la SNCF ensemble, il se peut que ça soit une privatisation plus tard d'une partie de l'entreprise et il y aura peut-être des suppressions d'emplois. Donc tout ça, il y a beaucoup de peut-être. Mais on a grève quand même. Donc à un moment, je pense qu'il faut s'arrêter, il faudrait dialoguer et vraiment... il me semble que le public français a de moins en moins de patience vis-à-vis des grévistes qui empêchent les gens d'aller travailler, qui empêchent les gens de voyager. Et c'est toujours un peu les mêmes personnes qui sont responsables de ce genre de comportement qui empêchent... par exemple, si ça continue la semaine prochaine, ça empêcherait les étudiants à l'école pour passer le bac. Donc, les profs de philosophie. Je pense que ça tombe au plus mauvais moment et la patience, le soutien du public pour ce genre de grève est de moins en moins populaire. Alors, il y a quand même des choses, Mustapha, qui sont assez fondamentales. L'idée, c'est de préparer l'avenir de la SNCF, la concurrence, les directives également de Bruxelles. En fin de compte, c'est préparer quelque chose qui restera français ou nous le faire imposer à l'avenir par Bruxelles. Et là, les syndicats bloquent. Oui, et l'impression est donnée que c'est que ce dossier tombe dans l'actualité comme un cheveu sur la soupe. Personne ne s'attendait à ce que cette reconfiguration puisse être discutée de manière aussi publique et qu'il puisse provoquer cette réaction, la grève et le dialogue social qui est bloqué. Donc il y a une crainte qui est tout à fait légitime chez les syndicats de voir à terme privatiser un grand secteur des réseaux ferrés de France, mais l'impression est donnée c'est qu'il n'y a pas suffisamment de pédagogie pour expliquer, pour débattre, pour dialoguer. Et là, on le voit, le président Hollande est monté au créneau, alors que Manuel Valls, dont c'est le premier exercice. Donc c'est la première crise. On va le voir à l'œuvre déployer ses capacités de chef de gouvernement. On le voit silencieux. Manuel Valls est en train d'adopter une posture à la Jean-Marc Ayrault. C'est François Hollande qui a parlé. Maintenant, comme a dit Philippe, tout dépend de combien cette grève va durer et comment socialement elle va être supportée. Et effectivement, si d'ici lundi ou mardi, on ne voit pas l'issue de cette grève et que les syndicats ne signent pas un accord de sortie de crise, ça va encore plus aggraver la situation du gouvernement, ça va encore plus mettre une ombre noire sur la gouvernance de Manuel Valls et ça va donner beaucoup de grains à moudre aux opposants de ce gouvernement qui vont dire, voilà, nous sommes encore en face d'une bande d'incompétents qui ne savent pas gérer les affaires de la France. Il faut dire aussi que le nombre de grévistes est quand même très petit par rapport à la totalité. Et baisse de jour en jour. 7%. 15%. Et suivi par de syndicats Sud et la CGT. Alberto. Non, mais un gouvernement ne peut pas être bloqué, paralysé, ou permettre que le pays soit paralysé par une minorité de cheminots et en général une minorité de travailleurs. Le problème, le terme privatisation. Il ne s'agit pas de privatiser la SNCF, il s'agit d'organiser, de moderniser un secteur en l'ouvrant à la concurrence.
la concurrence a donné des résultats positifs pour les citoyens. Et accessoirement, je vous coupe en 2 minutes, accessoirement de combler des têtes abyssales. Exactement. Et dans les télécommunications, par exemple, la concurrence a donné des résultats. L'Europe tout entière a accepté la logique de la concurrence. La SNCF en premier accepte et profite de la logique de la concurrence dans d'autres pays autres que la France, en profitant de certaines ouvertures du marché d'autres pays. Donc, en France aussi, il faut ouvrir à la concurrence. De deux choses l'une, ou la France refuse, et elle le refuse aussi ailleurs, ou elle profite ailleurs, elle ouvre chez elle. C'est plus tolérable. C'est plus tolérable. Une situation qui est absolument injuste. Or, les salariés de la SNCF ont des droits sacro-saints, le droit de garder leur emploi, le droit de garder leur niveau de salaire, mais ils n'ont pas le droit de paralyser un pays. Ils n'ont pas le droit de refuser le choix du gouvernement. Les syndicats de la SNCF ne sont pas l'anti-gouvernement, ne sont pas l'anti-parlement, ne sont pas l'anti-pouvoir politique. À l'intérieur de tout ça, en étant évident que le droit de grève n'est pas menacé, il faut trouver une solution. La solution est le dialogue. Mais pour dialoguer, il faut être deux. Et les syndicats de la SNCF refusent un vrai dialogue avec le gouvernement. Et le gouvernement doit gouverner. Et François Hollande a parfaitement raison à dire que les syndicats doivent être capables aussi de mettre fin à une grève. Alors Eric, c'est intéressant ce que dit Alberto. Le gouvernement doit gouverner face à une situation pour la SNCF qui n'est inéluctable, c'est-à-dire l'ouverture du marché, de la concurrence. En 2019. En 2019, la préparation, sinon ce sera dicté par les concurrents et par Bruxelles. Est-ce qu'à un moment... le gouvernement, le chef de l'État ne doit pas tout simplement dire c'est comme ça et pas autrement et taper du poing sur la table. C'est un peu ce qu'il a commencé à faire. C'est un peu ce que François Hollande commence à faire. Et il n'a pas le choix. Je veux dire par là que s'il veut avoir de la crédibilité, notamment sur son changement de politique, sur le fait qu'il est vraiment un réformateur, eh bien, c'est un test, cette réforme. On va voir avec ce test s'il est capable d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire de supporter une grève qui peut durer ou peut-être s'arrêter, puisqu'après tout, on voit bien que le taux de grévistes se réduit de jour en jour, mais pour le gouvernement et pour le président de la République, c'est un test. Au-delà de ça, juste de cet aspect de gréviste du gouvernement, il y a quand même un peu de politique quand même derrière. On imagine bien que le rapport entre les syndicats et le gouvernement est animé aussi par une volonté certainement de la gauche et de l'extrême gauche de peser aujourd'hui sur la politique du gouvernement, et c'est les rapports entre, je dirais, la gauche réformatrice et une gauche plus révolutionnaire ou en tout cas plus extrémiste. Est-ce que vous êtes d'accord dans une situation aujourd'hui pour le président et son Premier ministre difficile, Hollande perd 1 point, 2 points, mais reste très bas. Emmanuel Valls chute énormément, 5 points en presque 2 mois. C'est vraiment ce conflit-là et celui des intermittents qui risque également de paralyser beaucoup de festivals cet été. C'est vraiment quelque chose de test. Oui, c'est un grand test, d'autant plus, comme a dit Eric Scholl, le gouvernement ne gère pas uniquement la fronde des syndicats, il gère aussi une opposition politique à sa politique. Il ne faut pas oublier qu'il y a de grandes sensibilités au sein de la gauche qui voient toujours d'un très mauvais œil les choix de François Hollande et d'Emmanuel Valls et qui profitent de toutes les crises, le chemin de fer, l'intermittent des spectacles pour démontrer leur puissance, démontrer leur force. Et je crois que ces forces-là vont tout faire pour l'obliger, le pousser au corner, comme on dit, et l'obliger à faire des concessions. Maintenant, bien sûr, c'est un grand test parce que François Hollande et Manuel Valls doivent montrer leur capacité, leur talent de dialogueur social pour sortir de la crise. Et peut-être même de fermeté. S'ils ne le font pas, ils en paieront le prix politique. Une popularité encore plus basse et une crédibilité encore moins forte. Et comme le laissait entendre tout à l'heure Alberto Philippe Turle, est-ce qu'il n'y a pas un problème vis-à-vis des Français? Est-ce que les Français n'attendent pas, dans une situation difficile, une situation de crise, du chef de l'État, de son gouvernement, de la fermeté, comme vous le disiez là aussi, par rapport à une minorité? Exactement. Le point est là. Le moment est venu pour le gouvernement de montrer qu'il gouverne, qu'il a de la fermeté. Le point fondamental est là. La popularité, bien sûr, est à un niveau très bas. À la limite, c'est un paradoxe. C'est même un atout pour François Hollande et pour Manuel Valls. Ils n'ont plus rien à perdre. Ils peuvent prendre et jouer leur pari jusqu'au bout. Et jusqu'au bout signifie être cohérent avec leur choix de réformer et de moderniser le pays.
C'est ça avec... Ça, c'est le point fondamental. Ils gagneront ce pari de réforme et de modernisation de la France, et alors leur popularité va sans doute remonter, et s'ils perdront, ils sont déjà à ce niveau-là. Ça, c'est Le fondamental, et je crois qu'on est d'accord, Oui. le fondamental pour le gouvernement français aujourd'hui et pour le président de la République est de prendre des risques, d'être cohérents avec eux-mêmes. Ils ont décidé que certaines réformes sont justes, qu'il aille jusqu'au bout. Mais Alberto a raison, mais ça montre bien à quel point les prochains mois et même les prochaines années du quinquennat de François Hollande vont être difficiles, parce que des réformes, il va y en avoir forcément davantage, des réformes de structure et des réformes aussi pour économiser. Si on veut arriver à tenir nos objectifs vis-à-vis de Bruxelles, il va falloir réaliser de nouvelles économies et donc faire des nouvelles réformes, ce qui veut dire que le climat social va rester extrêmement tendu pendant tous les prochains mois. On peut s'attendre à une rentrée 2014, une rentrée sociale assez forte, puisque là, c'est une sorte de ballon d'essai en ce moment qui prépare une rentrée, à mon avis, très forte. Alors, si vous êtes d'accord, on va changer de sujet. On va parler de peut-être un été apaisé. On verra ce qui est de la rentrée. Bien évidemment, nous allons parler de l'UMP. L'UMP va mieux, de façade en tout cas. Ils se sont réunis, ils étaient tous là. Alberto dirait vive la mama, mais ce qu'il faut savoir surtout en ce qui concerne les... Ne touchez pas à ma mère, s'il vous plaît. Je n'oserais pas. En tout cas, ils étaient tous réunis pour la bonne parole, et cette bonne parole, eh bien, on va l'écouter. L'esprit d'union a prévalu et je crois que c'était très, très important. Nous avons veillé à ce qu'il n'y ait pas de règlement de compte, nous avons veillé à ce qu'il n'y ait pas d'ostracisme, nous avons veillé à ce que chacun puisse avoir sa place. On peut avoir une compétition interne sur des lignes politiques et sur des questions de caractère sans que ce soit la guerre civile. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas les batailles passées, c'est la paix qui a été déclarée hier soir et qui nous permet de repartir sur des bases, je crois, consensuelles. C'est beau, non ? C'est ce qu'on appelle la langue de bois absolue. C'est intéressant de parler des batailles du passé. En réalité, ils ne pensent qu'à une chose, c'est aux batailles d'avenir. C'est évident que voilà, ils sont tous à nouveau sur une ligne de départ. On ne sait pas exactement comment va s'organiser la nouvelle course, mais c'est évident que tout le monde maintenant ne pense plus qu'à une chose, 2017. Quitte à écarter certains, et un en particulier qui est quand même un peu le perdant cette semaine, il s'appelle Nicolas Sarkozy. Alors, il y a effectivement un certain nombre de gens qui ont souffert, qui sont partis. Copé, d'un mot ? Copé, il est parti, il va revenir. Eh bien, n'attend que écoutez, ça. Oh, je suis pas sûr, pas pour le moment en tout cas. Eh bien, Il vous allez essaiera. voir, Philippe, juste après le journal, Jean-François Copé va revenir. Puis on parlera aussi d'un certain Nicolas Sarkozy qui, lui, espère revenir. À tout de suite.